Une venture company est vraiment fière de présenter Égypte 3. Égypte, c'est un thème très intéressant. C'est un thème qui marche toujours avec les jeux d'aventure, avec le grand public. C'est un sujet que globalement les gens aiment bien et ils trouvent c'est fascinant. Luc Verdier est le producteur sur le jeu et il travaillait avec Keop Studio à créer un jeu magnifique qui attire le grand public. Et en plus, il y a 50% des joueurs sont les joueuses. Keop Studio ont déjà travaillé sur les autres jeux d'aventure, les jeux d'aventure historiques aussi, comme la série d'Atlantis et aussi Versailles. Lorsque The Adventure Company nous a contactés pour la réalisation du projet Égypte 3, toute l'équipe a vraiment été très motivée et a fait preuve de vraiment beaucoup de sérieux pour réaliser un jeu pour lequel chaque personne a voulu s'impliquer fortement. Et vraiment, on peut dire que chaque membre de l'équipe a vraiment tout fait pour que ce jeu soit le plus sérieux possible, de meilleure qualité possible. Et je pense que nous y sommes arrivés. Et je pense qu'on peut remercier, j'en remercie en tout cas toute l'équipe pour leur contribution. Nous réunissons au sein de la structure Keops Studio tous les corps de métier qui sont absolument nécessaires pour assurer le développement ou le suivi d'un jeu d'aventure et en particulier donc, comme Égypte 3. C'est-à-dire que nous pouvons maîtriser toute la partie game design, scénario, toute la partie donc, qui va déboucher sur les dialogues, toute la partie direction artistique et qui nous permet même de travailler en collaboration avec des studios, des prestataires graphiques. Être conseiller scientifique pour la réalisation d'un jeu est une expérience passionnante, en ce sens que les connaissances que nous pouvons avoir sont mises au service de la qualité de ce jeu. Il faut bien que ce que nous proposons soit fondé sur ce que nous savons de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Mais également, c'est un jeu et par conséquent, la marge de liberté qui nous est donnée, c'est aussi celle du rêve, celle du jeu. Mais ce n'est pas une imagination débridée, ce n'est pas une chute sans parachute. Nous essayons de faire partager le joueur, de lui faire partager des expériences que nous avons vécues, des rêves que nous avons faits et que nous pouvions faire en toute sincérité parce que ils sont fondés sur l'imaginaire égyptien, sur les grands thèmes, sur tout ce qui structure la pensée d'un Égyptien ancien. Le scénario du jeu se déroule dans l'univers des bâtisseurs. Les Égyptiens anciens sont réputés, bien sûr, comme étant de grands bâtisseurs, et ils l'étaient. Et cet univers, c'est une entrée, au fond, dans la civilisation pharaonique assez séduisante, puisqu'il s'agit, dans ce jeu, de réussir l'érection d'un obélisque, du plus grand obélisque qui n'ait jamais été érigé, monument qui est connu, qui est resté dans sa carrière à Aswan et qui n'a pas été enlevé de cette carrière pour des raisons purement techniques. C'est-à-dire la roche s'est fissurée et les Égyptiens ont renoncé à l'enlever. Mais faisant abstraction de cet accident, ils l'auraient fait. Donc le jeu est crédible parce que ce chantier à moitié réalisé était un chantier commencé, et donc faisable pour eux. Donc il n'y a rien d'anormal quant à l'opération elle-même sur le plan technique. La situation est vraisemblable aussi. Les Égyptiens croyaient à des événements prémonitoires ou à quelque chose d'annoncé et censé pouvoir se produire. Donc la première scène qui fait que le dieu Amon, par l'intermédiaire d'un prêtre, fait savoir à Pharaon que s'il réussit cet exploit, d'ériger le plus grand obélisque jamais dressé en l'honneur du dieu Amon, il lui accordera de longues années de règne, encore de longues années de règne. Cette situation est tout à fait vraisemblable.
La préparation d'un jeu comme Égypte 3 nécessite de nombreuses étapes, en fait, avec de nombreux intervenants, que sont déjà les intervenants inhérents au projet, donc les différents métiers qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo, et puis là, des intervenants extérieurs qui vont être plus intervenants en tant que caution scientifique, avec un directeur de recherche au CNRS en fait, qui nous aura apporté beaucoup d'éléments qui pourront composer après la charte graphique, et puis surtout beaucoup de documentation que l'on va reprendre pour les modélisations, les mappings, les choses comme ça, beaucoup d'informations de personnages quant aux attitudes. Et c'est ce qui va, en fait, avec tout cet amalgame de documents, nous permettre de monter un jeu complet et puis d'avoir une richesse surtout au niveau documentation. Chef de projet, en résumé, il s'agit de coordonner, de conduire un projet et donc les différents intervenants dans leur domaine, le son, le graphisme, le game design, et faire en sorte que chacun s'entende, arrive à avancer selon ses attentes et ses moyens d'expression en phase et de manière à arriver au produit final qui est le jeu sur le support CD ou DVD final. Game design. Alors, le game designer dans le jeu, c'est un petit peu comme le scénariste au cinéma, à ceci près qu'il n'a pas un contrôle parfait de son personnage principal. Il est donc amené à faire plusieurs histoires possibles et non une. En fonction du choix du joueur, l'aventure se déroule d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même malgré tout rajouter, puisque nous sommes dans le cadre d'une histoire, donc il faut bien inventer des héros et des personnages, qui est un nom, qui est un visage, qui soient des individus que l'on puisse suivre et qui vont donc donner corps, donner vie à cette histoire. Peut-être créer quelques dessins complémentaires qui manquaient pour adapter vraiment tout à fait au jeu. Bon, nous avons été amenés à les faire. Certainement participer au scénario en donnant des idées, soit en proposant, soit en écartant lorsqu'on pensait que ça n'était pas conforme ni à la restitution des lieux, ni à l'histoire pharaonique. Il y a donc là tout un travail de tri, tout un travail de filtre à faire. Donc au-delà du lancement de la production en fait en elle-même, moi je voudrais mettre l'accent sur la préparation au travail qui est très très importante, notamment au niveau des designs, et puis tout ce qui est documentation annexe, donc qui nous est apporté par caution scientifique. Donc les designs, tout ce qui est personnages, recherche de vêtements, d'accessoires, sont des choses qui sont pas sorties de l'imagination, en fait, qui étaient des choses qui existaient à l'époque, traitées. Et on ne peut pas se permettre en fait, de faire des anachronismes tant au niveau des personnages que des animations de ces mêmes personnages, que de leurs attitudes, et encore moins évidemment des décors dans lesquels ils interviennent. Le rôle d'une documentaliste dans les jeux vidéo, en fait au départ c'est de chercher des documents sur le sujet historique donné, donc là en l'occurrence l'Égypte, donc se rendre dans les bibliothèques, chercher plusieurs documents historiques sur l'architecture, la vie quotidienne, tout ce qui a trait aux restitutions aussi architecturales, donc chercher des plans, voir des maquettes. Notre collaboration avec Jean-Claude s'est très très bien passée, il y a eu un très bon contact entre la documentaliste et le chercheur. Donc il m'a fourni les éléments essentiels pour la réalisation du jeu Égypte 3. La carte créée pour le jeu est une représentation de l'ensemble de l'Égypte, avec le sud, à ma main gauche le nord, avec la Méditerranée, et la longue vallée du Nil qui serpente entre ces deux déserts, le désert oriental montagneux, le désert occidental sableux, et une représentation qu'il faut
concevoir comme quelque chose d'évocateur. Évidemment, les grands sites d'Égypte, les célèbres sites sont montrés en général, de façon à ce que le joueur découvre du même coup les plus fameux temples, les plus fameux monuments de l'Égypte pharaonique en général, parmi lesquels il va reconnaître les temples de l'époque de Ramsès II qui sont évoqués dans le jeu, ou les sites qui sont évoqués dans le jeu. Partons des carrières des obélisques ici, qu'on voit à Swan actuel, donc Sienne, qui sont figurés ici avec l'obélisque inachevé. Et l'extraction serait faite donc dans cette zone de la première cataracte du Nil. Et puis ensuite, voilà, on aurait réussi à détacher l'obélisque pour commencer à remonter la vallée du Nil en passant devant les grands sites Thèbes avec Karnak et le Luxor. Et puis on continuerait notre voyage doucement, passant devant de grands édifices datant de l'époque. On reconnaîtrait ici Abydos, le temple du père de Ramsès II, Séti Ier, le temple de Ramsès II. Et pour continuer à descendre la vallée du Nil, passer devant les pyramides, et évidemment Memphis, une des capitales de l'époque, passer devant Héliopolis, percevant les pyramides de Gizeh au fond, et puis nous rendre jusqu'à Pi-Ramsès, la nouvelle capitale, où, dans le jeu, serait érigé le fameux grand obélisque. En fait, on a travaillé donc sur des décors existants, ou des reconstitutions de décors évidemment ayant existé, ou des déclinaisons de décors ayant existé, qui puissent coller aux contraintes du scénario du jeu, parce qu'évidemment, il n'est pas question de reconstituer un temple complet tel qu'il était, avec ses multiples coursives, les annexes, les maisons, dont on n'aura pas forcément besoin dans un tel jeu. Donc en fait, on a adapté sur encore des sources relativement précises, à base de diapositives, de plans d'architectes, des choses comme ça. En fait, on a adapté donc, les décors en fonction de ce qu'on souhaitait trouver. Également, au niveau donc, des matières, on a travaillé beaucoup sur la lumière, des recherches de textures, encore une fois existantes. On va ensuite passer sur une seconde partie de travail qui va être plus la gabarisation. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des ébauches de temple, comme si c'était une petite maquette, pour pouvoir se promener dans le temple, dans le décor, et voir si réellement on reconstitue les endroits dont on a besoin. Et on va se rendre compte à ce moment-là, de savoir s'il y a des problèmes d'échelle, s'il y a des choses qui ne pouvaient pas se trouver à cet endroit-là, ou si on va être amené à en fait, accessoiriser le décor, donc rajouter des objets pour le rendre plus vivant. Et seulement en dernière étape, on va passer à la modélisation complète, et puis surtout au texturage du temple. Donc ça, c'est une partie qui est un petit peu plus longue, donc modélisation, texturage, éclairage, pour obtenir le rendu final et calculer les étapes finales du travail, donc, qui vont permettre de se promener dans ce décor. Nous rentrons dans un temple en construction qui est un chantier que Passer est en train de surveiller, donc dans une salle du temple avec sa porte. Parmi les édifices, nous avions des temples et des maisons. Eh bien, la méthode, c'est de s'inspirer de ce que l'on connaît le mieux. On dispose d'assez d'informations pour tenter une restitution tout à fait crédible, quelque chose qui soit, jusqu'au niveau du détail, pertinent. Alors, cette maison, eh bien, on peut suivre les étapes de sa réalisation. Elle se fonde sur les plans, sur les données archéologiques, plus, bien entendu, les hypothèses qui permettent d'élaborer une représentation susceptible d'être traduite sous forme d'une maquette, une maquette électronique en l'occurrence pour le jeu. À partir des documents étudiés, on peut modéliser une maison en 3 dimensions et s'en servir comme de modèle, de référence, et aborder les différentes ambiances de ces pièces. Je vais vous montrer maintenant concrètement comment, à partir d'un design et puis des différentes étapes qui vont suivre, on passe à la réalisation et à l'animation d'un personnage en vue de réaliser une cinématique. Donc on va reprendre depuis le début avec les premières recherches documentaires donc, sur le personnage et puis le premier design pour passer ensuite à une étape qui fait rire tout le monde, qui est la photographie de personnage. On va faire un premier profil droit. Donc tu pivotes sur ta gauche, s'il te plaît. Voilà, tu pivotes légèrement vers moi. Stop. Parfait. Bien, j'en prends une deuxième.
Donc on va aligner les différentes vues du visage, donc gauche, droite, prendre une vue de face, ce qui va nous permettre par la suite de modéliser, et puis une vue de 3/4 également pour donner du volume. Donc on s'aperçoit qu'on peut déjà dégager les premières orientations, et que ça colle déjà assez bien au personnage designé. Donc sur cette base de photos, on va aller dans un logiciel 3D pour caler le mesh. En fait, le mesh, ça va être l'enveloppe corporelle du personnage, la caler au mieux au visage, afin de pouvoir par la suite y appliquer une texture. Donc cette texture, on va la retrouver une fois, on va là sauter quelques étapes, parce que ce serait vraiment trop long à expliquer. On a maintenant le personnage qui est entièrement modélisé, qui est texturé. On s'aperçoit que bon, ça ressemble quand même pas mal au design d'origine, et puis encore plus au personnage qui a été pris en photo. On lui assigne par la suite un squelette de déformation qui va nous permettre, selon des mouvements décidés, de déformer l'enveloppe corporelle. Donc ça, c'est une autre étape importante qui est, en fait, pour donner beaucoup plus d'émotion au personnage, on va leur décliner des étapes de morphe au niveau du visage, donc avec à la fois des phonèmes. Après, on pourra gérer par pourcentage, donc des phonèmes, on a des expressions, des clignements d'yeux, Ce que tes mots disent inspire nos joies et nos labeurs. Une fois qu'on a assigné l'enveloppe au squelette de déformation, on va évidemment lui appliquer les textures. Donc là, on va une fois de plus sauter une étape puisque ce serait vraiment beaucoup trop long. Donc les textures, voilà ce que ça donne. Donc on a les matières, la carnation qui est particulière. On retrouvera, là c'est pas assez détaillé dans le projet, mais on retrouvera ce qu'on a vu tout à l'heure sur le visage, quelque chose qui est là en l'occurrence très très détaillé. Et puis on va s'apercevoir que, afin de coller au storyboard, on va recréer des mouvements qui auront été déjà définis. Voilà, donc tout se déforme en fait en fonction du squelette. Là, on travaille sur un seul personnage. Généralement, on essaie de travailler personnage par personnage pour les intégrer comme des calques en fait, dans une animation finale. Et on va regarder maintenant ce que ça donne au rendu terminé. Isis me protège. Je ne comprends pas. Le rituel déchaîne des forces maléfiques. Sorcière! Malheur à toi! Directeur technique, c'est donner les orientations techniques sur les projets, faire le choix des différentes technologies qui vont être utilisées, donner les orientations techniques des projets. Et lorsque l'on est rentré en phase de production, donc on s'est retrouvé à 4 programmeurs pour l'intégration des niveaux, c'est-à-dire qu'il y a 9 chapitres dans le jeu, ça faisait à peu près 3 décors par programmeur. Donc chacun a été responsable de ses niveaux, de ses chapitres, les a montés, et donc ça a duré environ 4 mois. Et on s'est réservé donc le dernier mois, le 5e mois, pour les tests. Quand on nous a demandé, Olivier Louvel et moi, de composer la musique d'Égypte 3, d'abord on a été ravis parce que c'est toujours... nous on adore ça, hein, composer des musiques de jeux vidéo, c'est toujours un long moment parce qu'en fait on passe pas mal de temps à le faire, de plaisir, de créativité, donc c'est vraiment... c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup. Donc la question qui se pose, la première question, c'est de savoir quel type d'instrument on va utiliser.
Là, naturellement, on utilise des instruments de type traditionnel, pas forcément typiquement égyptien, hein, ça peut s'étendre à tout le Moyen-Orient. Et là, donc, les thèmes sont principalement joués par des instruments à cordes, tels que le oud, le luth, des choses comme ça. Alors évidemment, il y a tout le travail de composition consiste à mêler ce type d'instruments et des instruments plus modernes. Mais bien évidemment, ça ne nous a pas semblé très opportun de faire une musique trop actuelle, trop, entre guillemets, mode pour ce jeu-là. On essaie de regarder au maximum les images, même si elles sont fixes, c'est le meilleur moyen d'être vraiment à l'intérieur du sujet. Donc on regarde les images, on compose en fonction des images. Et évidemment pour les cinématiques, on attend que la cinématique soit tournée, qu'elle soit terminée pour composer la musique, puisqu'on doit la souligner, on doit être au plus près possible de la cinématique. Comme en général c'est relativement court, ça nous laisse tout à fait le loisir d'être très proche et d'être rythmé, vif par rapport aux cinématiques. Et cette Isis bienfaisante, sous toutes ses formes, qui est la femme bienfaisante sous toutes ses formes, la mère en fait, la bonne mère, on va la voir d'un peu loin parce que il n'était pas souhaitable d'en faire une femme ordinaire qu'on verrait de près comme les autres personnages du jeu. On l'aperçoit avec distance comme une divinité. Et puis elle est pareil, il faut qu'elle soit comme dans un rêve, sur sa barque, dans ses marécages. Elle est belle, elle est gracieuse. Elle est tout ce que peut imaginer l'homme quand il imagine une jeune femme bénéfique. Et voilà, et mère. Et donc voilà, elle est évoquée comme cela, et elle est bien dans son rôle, et elle va donc inspirer l'héroïne. Elle va la conseiller, elle va lui amener une partie de ses connaissances, lui donner, on pourrait dire, des atouts qui lui manquent pour réussir. Et Seth, lui, il va jouer le rôle du méchant, de celui qui sabote, de celui qui veille à ce que l'on échoue, à ce que les choses ne fonctionnent pas bien. Ce breuvage éveille ma soif au lieu de l'apaiser. Ah, mon gosier est en feu! Vite! Je vais relâcher les eaux du Nil pour m'y désaltérer. Alors une deuxième chose m'a intéressé donc en découvrant ce scénario que j'ai terminé, c'est mais quelles sont donc les motivations de l'héroïne? On nous dit voilà, Ramsès arrive sur ses 60 ans, c'est ça? Ouais. Voilà. Et donc il va pas très bien et il se tourne vers les dieux en disant oh je voudrais encore vivre plus longtemps. Bon, c'est ça. Ouais. Alors voilà, c'est là que c'est important de se mettre dans le contexte de l'époque. L'héroïne va travailler dur, courir d'énormes risques pour que Pharaon puisse encore vivre et régner. Mais elle ne fait pas ça simplement pour permettre à un vieillard de prolonger égoïstement son existence, qui n'aurait pas de sens. Le message que porte le jeu, c'est que Pharaon, c'est l'Égypte. Ouais. Donc en aidant Pharaon, on s'aide soi-même. On aide l'Égypte, on aide la civilisation, ce petit ruban de civilisation perdu dans le désert. Et donc on participe en fait au combat entre la loi et le chaos, et naturellement du bon côté, pas celui du chaos, précisons-le bien, que ça soit clair.